Live dans quelques instants. Et nous sommes en direct. Vous êtes déjà près de 300 connectés. Nous attendons encore un petit peu de monde. En attendant de démarrer officiellement ce direct sur BPI France, je vous propose un petit tour de table des entrepreneurs qui sont présents avec nous. On a le plaisir d'avoir Antoine Grimaud, cofondateur de Pplug, Audrey Lieutot de Mon Petit Bikini et Jean-Baptiste Maillan de Wing. Je vois qu'on arrive bientôt à 300 personnes, donc quelques infos pour ce live. Vous pouvez bien évidemment le commenter avec le hashtag BPI France avec vous. Vous pouvez aussi poser vos questions aux 3 entrepreneurs présents dans le chat et on tâchera d'y répondre en fin d'émission. Va nous rejoindre également dans quelques instants, une fois qu'on aura officiellement démarré cette émission, Laurence Pigano de BPI France Création qui pourra répondre aussi à vos questions très pratiques sur les aides, le soutien de BPI France et autres aides aujourd'hui accordées aux entrepreneurs. Eh bien, je vous propose de démarrer officiellement cette émission. Alors, le monde d'après s'écrit dès maintenant. Une chose est certaine, le monde d'après ressemblera à celui que nous décidons de construire chacun et tous ensemble. Alors, parce que la solidarité entrepreneuriale est dans l'ADN de BPI France et qu'elle prend d'autant plus de sens durant cette période, nous donnerons la parole aux entrepreneurs pour les entrepreneurs. La pandémie à laquelle le monde fait face rebat bien évidemment les cartes du jeu et à juste titre, les entrepreneurs s'interrogent sur leurs organisations, leurs modèles, leur avenir. Nous ressortirons plus forts de cette crise. C'est le message que souhaitent porter nombre d'entrepreneurs qui déjà, en un laps de temps record, se sont adaptés à la situation, ont mis en place des solutions pour leurs entreprises, leurs collaborateurs, leur écosystème et bien évidemment aussi pour les citoyens. Garder le cap, c'est essentiel. Garder le cap, c'est le message de BPI France aux entrepreneurs. Garder le cap, enfin, c'est la promesse de ce nouveau format. Donc, dans une conversation d'1 heure et en direct, mes invités partageront leurs avancées, leurs doutes, mais aussi, bien évidemment, leurs espoirs. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. Ils y répondront en fin d'émission. J'accueille donc à distance pour l'occasion, en cette période de confinement, Audrey Lieutot, fondatrice et dirigeante de Mon Petit Bikini, spécialisée dans la vente de maillots de bain et produits associés en ligne, mais aussi en magasin. Antoine Grimaud est également avec nous, cofondateur et dirigeant de Pplug, une solution de paiement pour les commerçants et e-commerçants. Et enfin, Jean-Baptiste Maillan, cofondateur et dirigeant de Wing, une solution logistique pour les e-commerçants. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Enfin, pour m'accompagner et répondre aux questions que vous pourriez vous poser et nous poser en commentaire, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Pigano. Laurence Pigano, donc de BPI France Création, qui va nous rejoindre. Voilà, comme par magie. Voilà. Bonjour à toi, Laurence. Bonjour Thomas et bonjour à tous. On va donc pouvoir démarrer avec notre première rubrique qu'on a intitulée « On ne vous lâchera pas » et qu'on voulait porter avec toi, Laurence, avec un focus sur un point d'étape en fait de là où on en est côté BPI France. Quelles sont les grandes questions que se posent aujourd'hui les entrepreneurs, que vous posent au quotidien les entrepreneurs. Et donc, tu as la gentillesse aujourd'hui d'être présente pour répondre à toutes ces questions. Peut-être on peut commencer par les grands outils et dispositifs que vous avez mis en place et que vous avez pu aussi observer. Alors effectivement, on ne vous lâchera pas, hein, c'est vraiment le mot d'ordre. BPI France et tous ses collaborateurs sont aux côtés des entrepreneurs aujourd'hui, de vous tous, hein, pour vous aider à passer ce cap difficile. On sait que c'est très difficile et notamment pour les plus petits entrepreneurs et les créateurs d'entreprises, naturellement. Voilà, alors BPI France a plusieurs rôles. Tout d'abord, un rôle d'information. Ça, c'est important en ce moment d'avoir une information fiable et à jour. Pour cela, on a 2 sites internet, bpifrance.fr et bpifrance-création.fr, qui est plutôt consacré aux créateurs, repreneurs et nouveaux chefs d'entreprise. Donc, dans ces sites, vous retrouverez toutes les mesures qui sont mises à jour quotidiennement. On a une équipe d'experts qui est vraiment à l'affût de toutes les modifications, heure par heure. D'ailleurs, vous verrez que nos documents sont datés et heurés.
parce que ça change d'une heure à l'autre. C'est quand même quelque chose de très compliqué à suivre actuellement. Voilà, donc sur nos sites, il y a toute l'information. Nous sommes aussi en contact direct parce que vous le savez sans doute, BPI France a mis en place un numéro vert et également un formulaire de contact. Alors, ce formulaire de contact, c'est important. Tous les entrepreneurs peuvent y aller, laisser leurs coordonnées. Et, vous avez un engagement de rappel en un temps, j'ai envie de dire, record. Oui, on a déjà reçu 73 000 demandes, c'est énorme, et on a répondu à la quasi-totalité de tous les appels. Pour cela, bien sûr, on fait appel à nos équipes sur le terrain, tous ceux qui sont dans les agences, et puis ce qui est formidable, c'est qu'il y a une équipe de bénévoles au sein de BPI, et notamment au sein du siège à Paris, pour les aider, pour les soutenir. Donc, on est tous vraiment mobilisés autour des entrepreneurs, et tous, on a des entrepreneurs au fil, au téléphone tous les jours. Donc, Laurence, il y a cette première mission d'information, oui. Tu le disais, il y a aussi un certain nombre d'accompagnements très pratico-pratiques pour aider dans ce moment qu'on vit tous, les dirigeants d'entreprise. Tout à fait. On reviendra tout à l'heure peut-être un peu plus sur certaines mesures. Il y a deux types de mesures. Des reports de charges, ça c'est pour donner un peu d'air aux entrepreneurs aujourd'hui. Et puis il y a des mesures de cash tout simplement, parce qu'aujourd'hui la principale priorité, et c'est ce que nous disent tous les entrepreneurs, c'est qu'ils ont besoin de cash là tout de suite pour faire face à la période vraiment la plus difficile. Alors BPI France, c'est une banque, naturellement. Elle intervient, comme vous le savez, en garantie des prêts bancaires accordés par les banques pour aider les entrepreneurs. Elle intervient également en financement direct au travers de deux prêts, le prêt à tout et le prêt rebond qui est mis en place avec les régions. C'est vraiment des apports de cash direct aux entreprises qui remplissent certaines conditions. Et puis BPI France, c'est aussi, vous savez, l'opérateur qui notamment organise la garantie d'État dans le cadre du PGE, le prêt garanti par l'État. C'est vraiment la mesure phare, ça, aujourd'hui, pour aider les entrepreneurs à obtenir du cash rapidement. Laurence, peut-être un petit mot sur les deux prêts de trésorerie dont tu as parlé, rebond, atout, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à des entreprises existantes déjà, pas à des créateurs d'entreprises. Il faut déjà avoir 12 mois. Et puis, c'est pour des demandes c'est lorsque le prêt garanti par l'État, le PGE ne suffit pas. Ça peut être un complément éventuellement. Nous, on peut réorienter justement les entrepreneurs vers ces prêts en complément du prêt garanti par l'État qui demeure aujourd'hui quand même le principal dispositif, le dispositif phare pour les entrepreneurs. Laurence, voilà. On répondra tout à l'heure aux questions qui sont en train de tomber au fil de l'eau. Malgré tout, il y avait déjà des questions qui nous ont été posées en amont. Je te propose d'y répondre de manière la plus synthétique possible. On passera bien évidemment ensuite la parole aux entrepreneurs qui sont présents sur ce plateau virtuel. Donc, je te propose les questions suivantes. Les charges sont-elles reportées ou annulées ? Alors, effectivement, ça, c'est une demande qu'on nous demande beaucoup, c'est du report. Aujourd'hui, on est vraiment dans le report. Effectivement, tout ce qui est social, fiscal, il y a un report qui sera remboursable ultérieurement. Donc, c'est à prendre en considération, bien sûr, dans les plans de trésorerie des entreprises. Alors, on entend parler en ce moment d'évolution. Il pourrait y avoir des évolutions, surtout pour les plus petites entreprises en difficulté pour éviter des faillites. Et on parle en ce moment, mais il n'y a rien de légiféré, il n'y a rien vrai, il n'y a pas de texte, mais on parle effectivement peut-être dans cette situation d'annulation. Mais c'est des discussions. Aujourd'hui, c'est du report. D'où l'intérêt de suivre au quotidien les différents sites de BPI France qui sont datés. Datés, voilà. Vous aurez J'enchaîne avec les questions. Laurence, mon activité est à l'arrêt. Est-ce que je peux ne pas payer mon loyer ? Alors, là, c'est une question Alors, tout dépend déjà du bailleur. Si c'est un centre commercial, là, déjà, il y a des décisions qui ont été prises par les syndicats et il y a un report automatique des loyers. Si l'employeur, excusez-moi, le bailleur fait partie d'un syndicat de bailleurs, d'une fédération de bailleurs, là également, il y a des engagements qui ont été pris par les fédérations pour laisser pour faire des reports. Par contre, si vous avez comme bailleur un particulier, là, c'est les termes du bail qui s'appliquent.
Ben, le mieux, c'est quand même la négociation. Donc, il faut rentrer en contact, il faut l'appeler ou lui envoyer un mail en lui demandant un report. Et s'il n'y a pas de discussion possible et si vraiment vous êtes dans des difficultés importantes, il existe également le médiateur des entreprises, qui est un dispositif d'État qui permet d'intervenir dans des négociations et aider des négociations, ce type de négociation, par exemple. Laurence, on a également une question sur le fonds de solidarité avec cette question très simple. Est-ce qu'il se calcule selon le chiffre d'affaires facturé ou encaissé? Ah oui, une question qui revient souvent. C'est les règles de la comptabilité qui s'appliquent. C'est-à-dire que si vous êtes commerçant ou société commerciale à l'IS, le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires engagé, donc facturé. Par contre, les professions libérales qui ont une comptabilité de trésorerie, elles, c'est tout ce qui est encaissé. Les micro-entrepreneurs, parce qu'on a quand même beaucoup de micro-entrepreneurs qui nous interrogent, eux également, c'est les encaissements, c'est en fait ce qui est déclaré à l'URSSAF, voilà, chaque mois. Si ma banque ne veut pas m'accorder un crédit, est-ce que j'ai un recours? Alors, bon, il faut savoir aujourd'hui quand même qu'il y a vraiment des instructions qui sont données aux banquiers pour jouer le jeu et pour aider les entreprises. Si les entreprises n'ont pas une difficulté importante, si elles ont une cotation qui est correcte, c'est-à-dire qui ne dépasse pas 5+, si elles ne sont pas en cessation de paiement, s'il n'y a pas vraiment de difficulté importante, normalement, elles devraient obtenir. Il ne devrait pas y avoir de problème. S'il y en a, il y a le médiateur du crédit qui peut intervenir. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a une forte demande auprès de la médiation du crédit, mais ils peuvent intervenir dans des cas comme ça. Et une dernière question, et puis ensuite, on donnera la parole aux entrepreneurs. Et qu'il ne faut pas oublier quand même que la décision vient de la banque. C'est la banque qui instruit, qui prend une part du risque quand même, puisqu'elle prend 10% de ce risque. Et c'est donc à elle que revient la décision. Et donc, une autre question qui revient beaucoup, c'est combien de temps pour obtenir le cash évoqué? Alors, pour obtenir le cash, c'est une chose. Pour traiter le dossier, normalement, les banques ça s'engagent à partir du moment où elles reçoivent un dossier à le traiter dans les 5 jours. Donc, c'est rapide. Par contre, après, pour libérer le cash, ça va dépendre du degré d'urgence. Forcément, il y a des entreprises qui ont besoin de cash aujourd'hui, qui seront traitées en priorité par rapport à d'autres. En fait, avec l'expert comptable, avec le banquier, il faut arriver à évaluer le degré d'urgence. Mais tout est fait, en tout cas, tout est fait pour que le cash soit libéré le plus rapidement possible, naturellement. Je vous propose de donner la parole aux 3 entrepreneurs donc qui sont avec nous, avec cette rubrique toujours vivant, c'est l'essentiel. Donc l'idée c'est que chacun vous puissiez revenir sur l'impact qu'a eu la situation, sur vos prévisions, votre business, vos équipes et donc votre quotidien. Peut-être aussi on évoquera ensemble les mesures que vous avez mis en place, chacun dans vos entreprises respectives et les aides éventuelles que vous avez pu demander. Je commence peut-être avec toi, Antoine. Chez Payplug, comment tout ça s'est matérialisé au quotidien? Est-ce que les premières mesures ont été prises avant l'annonce effective du confinement? Voilà, comment tout ça est monté en interne? Alors écoute, nous en fait on est donc une solution qui fait du paiement en ligne, donc on a une spécificité qui est qu'on offre un service qui de toute façon doit fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc d'une certaine manière on est un peu préparé parce qu'on a des plans de continuité d'activité, on a une stack technique qui est faite pour être résiliente, donc on était plutôt bien préparé. En plus on a l'habitude de faire du télétravail et on a une équipe qui est plutôt soudée. On a 80 personnes chez Payplug qui travaillent bien ensemble, donc ça s'est passé de manière plutôt fluide, on va dire. En tout cas, pour l'interne, ça s'est mis en place assez facilement. On a mis à jour nos rituels d'équipe, si tu veux, avec beaucoup de conf calls. On surutilise Slack, Hangout et tous les outils pour travailler à distance. On a adapté nos rituels d'équipe, évidemment, pour continuer à faire vivre l'interne. Et ce qui est peut-être intéressant avec le prisme qu'on peut avoir, c'est qu'on a donc nous 10 000 clients e-commerçants, donc des entreprises qui vendent en ligne. Et ce qu'on a vu, c'est plutôt un effet positif rapidement sur leur activité au global. En fait, concrètement, on est, nous, à peu près 20 ou 30% au-dessus des chiffres qu'on aurait imaginé faire en termes de volume de paiement sur cette période.
parce que ceux qui marchent bien chez nos clients surcompensent très largement ceux qui sont à l'arrêt. Et donc, Je me permets de te couper, Antoine, justement, parce que là, tu nous donnes un chiffre global donc, qui est à la hausse quand on parle de e-commerce. Mais globalement, du coup, quels sont les secteurs qui surperforment, justement? On a bien évidemment une idée de ceux qui sous-performent, notamment dans le tourisme. Il y en a peut-être d'autres que tu peux citer. Mais lesquels surperforment? Alors, ceux qui surperforment, là où on voit vraiment un effet positif de ce qui est en train de se passer pour certaines activités, c'est évidemment tout ce qui est alimentaire. Ça va sans dire. C'est les services à distance aussi, les gens qui font des coachs sportifs à distance, enfin, toutes les activités de service qu'on peut faire à distance, et aussi tous ceux qui vendent des biens pour s'occuper en confinement, on va dire, donc tout ce qui est bricolage, jardinage, jeux de société, livres, etc. Tout cela marche très bien. Et à l'inverse, évidemment, on a à l'arrêt les secteurs du tourisme, du loisir, de l'hôtellerie. On a beaucoup de choses qui sont à l'arrêt, mais en tout cas, au global, on voit que ceux qui marchent, en tout cas à travers notre prisme, surcompensent largement ceux qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Il y avait des questions internes, on y reviendra peut-être, mais il y avait aussi cette question externe sur le business. Et alors du coup, il y a eu un parallèle que vous avez pu faire parce que vous avez aussi une activité en Italie. Et du coup, ça vous a permis peut-être de sentir un peu mieux les tendances business qui allaient se passer ici en France. C'est ça, exactement. Et donc, on a eu cette chance, entre guillemets, hein, et je dis bien sûr ça avec tout le recul nécessaire parce que la situation est dramatique à tous les points de vue et les effets négatifs prévalent sur les effets positifs. Mais enfin, en tout cas, nous, on a eu cette chance de pouvoir observer avec notre bureau à Milan, avec un temps d'avance, environ 2 semaines d'avance, tout ce qui allait nous arriver en France. Et donc, autant pour commencer à préparer les équipes à travailler en confinement que sur l'activité e-commerce, où on a vu effectivement une forte résilience au global du e-commerce en Italie qu'on a retrouvé en France 2 semaines après, avec même plutôt une surperformance maintenant qu'on a un peu de recul. Audrey, chez Mon Petit Bikini, vous avez observé, tu me le disais, 2 phases depuis le début du confinement. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, alors on va dire que la première phase, c'est les 15 premiers jours de confinement, où là, on a vu un net recul des ventes, surtout les tout premiers jours, parce que je pense que les gens étaient vraiment en état de choc, ne savaient pas aussi si les sites livraient encore. Et c'est vrai que les sites devaient s'organiser, organiser leur logistique pour respecter les normes sanitaires. Donc voilà, il y a eu 2 premières semaines, les gens devaient aussi se réorganiser et étaient très angoissés. Et là, on voit que depuis 1 semaine, 10 jours, les gens recommencent à penser à l'avenir, ont repris un rythme et recommencent à consommer et à se faire livrer. Toi, tu as un double business, je le disais en introduction, un business online qui est le principal de l'activité, mais tu avais aussi une boutique et des prévisions d'ouverture de boutique. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 enjeux du coup très différents, mais qui concerneront peut-être d'un côté ou de l'autre certains des entrepreneurs qui nous suivent en ce moment? Oui, alors on devait ouvrir 3 boutiques là sur Nice, dans des centres commerciaux sur Nice, Paris et Lyon, en avril et en mai, les unes à la suite des autres pour la saison d'été pour les maillots de bain. Donc du coup, c'est complètement à l'arrêt. Je pense que le commerce, ça va être compliqué pour cet été. On n'a pas vraiment de date. Voilà. Par contre, j'espère que la vente en ligne va compenser un petit peu la perte du commerce. Mais je ne sais pas vraiment comment ça va se passer encore pour le commerce. On n'a pas de date sur quand est-ce que ça va réouvrir. Donc, voilà, un petit peu compliqué, j'avoue, plus pour le commerce que pour la vente en ligne. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit beaucoup de commerçants qui se mettent, et je passerai la parole ensuite à Jean-Baptiste, mais qui se mettent à faire du e-commerce, Antoine. Ouais, carrément. Nous, c'est vraiment une transformation qu'on est en train d'observer et qui est je vois ça comme 10 ans qui sont en train de se passer en 2 mois.
de commerçants qui avaient quelque part dans la liste de leurs priorités le fait de se lancer dans la vente en ligne. Et d'un seul coup, ce truc-là revient tout en haut de la pile des priorités et devient le sujet du moment parce qu'ils sont chez eux devant leur ordinateur. Et s'il y a un truc à faire dans cette situation, c'est de se lancer dans la vente à distance, quoi, dans la vente sur Internet. Donc, on a un effet d'accélération de cette mutation du commerce que nous, on observe et qui est assez extraordinaire, quoi. De tous ces commerces qui se transforment et de la frontière entre le commerce physique et le commerce en ligne qui est en train de tomber complètement beaucoup, beaucoup plus vite. Et si on n'avait pas eu cette crise, en fait. Jean-Baptiste, toi, tu fais la même observation. Quand je te demandais si tu es toujours vivant, tu me disais effectivement oui, qu'il n'y a pas forcément d'impact direct sur le business de la logistique. Par contre, il y a eu des impacts sur l'organisation, j'imagine. Alors, je rejoins exactement ce que dit Antoine, c'est que il y a beaucoup d'e-commerçants aujourd'hui qui, d'un seul coup, se sont dans l'obligation de créer un site pour survivre parce que leur commerce est fermé. Donc, on a eu un pic d'intégration et de demande très forte de nouveaux e-commerçants. À l'inverse, nous, aujourd'hui, on opère sur 3 villes qui sont Paris, Lyon, Marseille et la moitié de nos clients sont des commerçants. Et malheureusement, on a tout de suite ressenti, nous, une baisse parce que la moitié de nos clients ont dû fermer leur magasin. Alors, très vite, elle s'est compensée par cette intégration très forte de nouveaux clients. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que la dernière quinzaine de mars a été, j'ai envie de dire, en croissance raisonnable et dans une phase de e-commerce plutôt bonne. Les gens ont dû s'équiper d'imprimantes, se sont équipés de jeux vidéo, de livres, de jouets pour leurs enfants. Là, ça a été les principales commandes qu'on a pu constater. En revanche, tout ce qui était non essentiel, c'est-à-dire prêt-à-porter, fashion, accessoires, là, on a ressenti une très forte baisse. Nous, sur notre organisation, en 2 mots, on est logisticien et on est surtout e-logisticien. Donc, on a l'habitude de coordonner des flux à distance, de piloter des entrepôts en remote. Donc, on est, j'ai envie de dire, presque mature et armé face à des périodes dramatiques comme celle-ci, parce qu'en fait, on est déjà, si vous voulez, d'un point de vue digital, connecté avec nos courtiers, connecté avec nos entrepôts, et on est capable de piloter aujourd'hui plusieurs millions de colis en étant à distance. Donc, dans notre organisation, on ne l'a pas du tout ressenti. Même au contraire, on s'est très vite organisé pour continuer à laisser nos opérations ouvertes. Donc, aujourd'hui, 100% de notre business aujourd'hui tourne. Au ralenti, on a dû, et ça a été pour des raisons obligatoires sanitaires, mettre en place des restrictions dans nos entrepôts, port de masque pour les emballeurs, du gel sur les tables, et on a espacé les tables de préparation de 3 mètres pour éviter justement la propagation du virus. À l'heure où je vous parle, ça fait plus d'1 mois qu'on opère en phase de confinement, on n'a pour l'instant pas de malades constatés dans nos entrepôts. Donc, on touche du bois, mais en tout cas, nos mesures que nous avons mises en place fonctionnent aujourd'hui. Pour poursuivre sur les mesures qui ont été mises en place en interne, Antoine, comment tout ça s'est organisé? Tu disais on était habitué au télétravail. J'imagine quand même qu'au moment où ça tombe, il y a un discours vis-à-vis des équipes. Qu'est-ce que tu leur as dit et qu'est-ce que tu as constaté? Écoute, moi, la façon dont j'ai vécu ça, c'est que l'arrivée du confinement a eu quand même ce mérite de poser des règles qui étaient claires. Les quelques jours qui ont précédé ont été plutôt plus compliqués parce qu'on était sur un terrain mouvant où on ne savait pas encore vraiment si on mettait les équipes en rotation, si on mettait tout le monde en confinement, si on attendait de voir combien de temps ça allait prendre. Au moins, une fois que ces règles étaient claires, on a pu agir très vite. Et donc, ce qu'on a fait, c'est effectivement adapter toute l'organisation et toute notre mode de fonctionnement à un full travail à distance. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire ça efficacement. Pareil, nous, on est un exemple de ça, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de boîtes. On a des rituels et des calls tous les matins pour démarrer la journée au sein des différentes équipes, pour attaquer tous à la même heure et se donner un rythme et garder ce rythme. Moi, je fais des points avec toute la boîte de façon hebdomadaire en conf call et on a multiplié par 10 notre usage des conf calls et par 2 notre usage de Slack, quoi. Donc, les outils de travail à distance, on les surconsomme forcément et on adapte la vie d'équipe avec des newsletters, avec
enfin des petites idées d'activités à distance pour faire vivre l'équipe dans cette situation quand même, quoi. Ouais, t'évoques la question des rituels. C'est vrai qu'au quotidien, crise ou pas crise, c'est ce qui fait la vie d'une entreprise, la cohésion des équipes. C'est d'autant plus important aujourd'hui. Ouais, je pense. Enfin, je pense parce qu'on a des populations qui sont très différentes en confinement entre des gens qui sont avec leurs enfants et qui ont plus des galères de logistique pour organiser leur vie de manière efficace entre le pro et le perso, on va dire, et d'autres qui sont tout seuls chez eux et où l'inquiétude, c'est plus est-ce qu'au bout d'un moment, on tourne en rond, on déprime dans cette situation. Et je pense que dans tous les cas, le fait d'avoir une vie d'équipe qui continue à distance, c'est fondamental pour le bien-être de tout le monde, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, alors, chez Payplug, je crois que vous n'avez fait appel à aucune aide. Du côté de Wing et de Mon Petit Bikini, on peut peut-être commencer avec toi, Audrey. Qu'est-ce qui a été sollicité? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Au niveau des aides financières, Oui. donc moi j'ai fait une demande pour avoir le PGE, donc le prêt garanti par l'État de BPI. Donc moi j'ai 2 banques principales sur l'activité. J'ai calculé le montant dont j'avais besoin, donc j'ai refait un plan de trésorerie à 4 mois en partant sur l'hypothèse, c'était déjà en mars que je l'ai fait, sur l'hypothèse que le déconfinement aurait lieu début mai. Donc voilà, je suis à peu près dans les clous. Et en fait, j'ai demandé à mes banques de se partager ce montant. J'ai eu un accord des 2 banques. Et donc, du coup, là, j'ai téléchargé l'attestation du prêt sur le site de la BPI hier. Et donc, après, je crois qu'il n'y a que quelques jours pour avoir les fonds. Donc voilà, j'ai pas fait d'autres demandes de prêt parce que les montants proposés par le PGE sont assez conséquents, peuvent aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires. Donc moi, ça m'a suffi, j'ai pas eu besoin d'actionner d'autres aides. Ce que tu me disais, c'est que tu as été relativement étonné dans le bon sens de la part de la réaction des banques, avec une qui a réagi très très tôt et une autre qui a mis un peu plus de temps, mais qui du coup a débloqué, je crois, une ligne de découvert. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent peuvent aussi peut-être demander ça à leurs entreprises. En attendant que j'ai les fonds du prêt garanti par l'État, une des 2 banques m'a augmenté ma ligne de découvert pour 1 mois. Donc, du coup, j'ai déjà du cash qui est rentré dans l'entreprise, même si je n'ai pas eu le PGE pour me permettre d'attendre, parce que c'est vrai que moi, je suis fortement impactée quand même par le Covid, même si c'est vrai que la vente en ligne repart. Moi, je vends des maillots de bain. Donc, maillot de bain, c'est quand on part en vacances et pas quand on est coincé dans un appartement. Donc, voilà, c'est vrai que c'est les mois où je fais beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, j'avais besoin d'aide urgemment et j'ai eu de l'aide très, très rapidement puisque j'ai déjà de l'argent. Toi, Jean-Baptiste, je crois que tu as recours pour une partie, en tout cas, de tes équipes au chômage partiel. Exactement. Alors, bon, nous, on a quand même une activité qui tourne. On tient nos objectifs sur le mois de mars et on est en légère baisse sur le mois d'avril, donc on touche du bois et on est quand même épargné. On a une trésorerie confortable, donc on n'a pas fait de demande de prêt ni à nos banques ni auprès de la BPI. On a fait une demande de report de l'URSSAF, d'ailleurs qui a normalement dû être acceptée aujourd'hui, parce que l'URSSAF est le 15 avril. Et effectivement, une partie de nos effectifs sont en chômage partiel parce qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir opérer. Et dans une démarche plutôt de solidarité interne, on leur verse une prime supplémentaire pour qu'ils puissent toucher 100% de leur salaire net sur le mois de mars et avril. Toujours un mot sur l'impact qu'a eu cette situation sur vos activités ou vos prévisions. Audrey, je crois que tu étais en période de levée de fonds. Juste avant la crise, tu peux en toucher un mot? Oui, alors donc ça fait plusieurs mois que je prépare une levée de fonds pour développer mon business et développer aussi une activité de contre-saisonnalité l'hiver. Je me suis lancée dans le homeware déjà au mois de décembre, entre autres, et aussi développer, ouvrir plus de boutiques en fait. Donc on a signé l'accord de levée de fonds le vendredi.
Et le lundi soir, le président a annoncé le confinement général. Donc, du coup, la levée de fonds a été malheureusement arrêtée. Mais j'espère, je pense, je suis quasiment sûre, sera reporté juste à l'après-confinement. En tout cas, je continue à travailler dessus, à mettre mes fiches à jour et à travailler sur le développement de l'avenir de l'entreprise à fond pour réussir à faire cette levée de fonds et à développer le business plan que j'avais prévu à la base. Donc reporté, voilà. a priori plus que annulé. Donc on l'a vu, hein. On verra, on espère. En tout cas, je fais tout pour que ce soit pas annulé et garder la confiance des futurs investisseurs. Alors, on l'a dit, hein, vous êtes toujours vivants. On essaie tous d'être toujours vivants. Vous êtes aussi, vous trois entrepreneurs, toujours présents. Vous avez tous mis très rapidement en place un certain nombre d'initiatives pour accompagner dans la crise vos écosystèmes, les soignants parfois, les citoyens. On peut peut-être rester avec toi, Audrey. Je crois que vous êtes lancé dans la coproduction, on va le dire comme ça, de gel hydroalcoolique. Oui, j'en ai un juste là. Donc, il sera disponible sur le site à partir de ce soir à la vente. Donc, en fait, on a eu la chance de pouvoir travailler avec une de nos usines partenaires qui est une usine de cosmétiques et de pouvoir lancer notre propre production de gel hydroalcoolique. Donc, voilà, pour apporter notre soutien, en fait, toutes les ventes seront reversées à la Fondation des hôpitaux de France. À la base, c'est vrai, quand on a lancé le projet, ça fait maintenant un moment, quoi, on l'a lancé quasiment tout de suite dès le début de la crise, mais la production met un peu de temps. On l'a lancé pour en faire des dons aux hôpitaux qui en avaient besoin. Mais en fait, les hôpitaux sont plutôt bien fournis en gel hydroalcoolique. Ils ont plutôt besoin de masques et de blouses, de réanimateurs. Donc, du coup, on les propose, on les donne à nos clientes pour chaque commande à partir de 60 € d'achat et on les propose aussi à la vente. Et ceux qui seront vendus, l'argent sera reversé à la Fondation des hôpitaux de France. Voilà. Et ça va permettre à nos clients, du coup, de se procurer du gel hydroalcoolique parce qu'aujourd'hui, par contre, les particuliers ont toujours du mal à s'en produire et ça les oblige en plus à sortir de chez eux. Voilà. Jean-Baptiste, tu as de ton côté chez Wing des commerciaux qui ne travaillent pas au recrutement de nouveaux clients. Néanmoins, ils sont ultra missionnés sur des opérations de solidarité. Effectivement, déjà, quand on a quand même eu presque la moitié de nos clients qui ont dû malheureusement fermer leur activité, donc là, on leur a conseillé, mais ça venait quand même d'eux-mêmes, c'était déjà de prendre leur téléphone et de les appeler, hein, parce que moi je pense à beaucoup d'entre eux qui malheureusement vont devoir remettre carrément la clé sous la porte pour certains, qui ne peuvent pas passer malheureusement avec cette période très difficile, prendre un peu justement la température des autres pour savoir comment on peut les aider dans ces périodes un petit peu compliquées. Donc c'est vraiment une démarche amicale avec nos clients. Mais on a mis en place pour les autres une démarche de solidarité en mettant en place une collecte gratuite pour venir collecter leurs commandes préparées et les envoyer à notre partenaire privilégié français qui est le groupe La Poste. Parce qu'en fait, il faut le savoir, aujourd'hui, il y a énormément d'e-commerçants qui vendent, qui continuent à vendre sur Internet, qui préparent leurs colis, mais qui n'ont pas la possibilité d'aller les déposer en bureau de poste. Soit parce que le bureau de poste est fermé et on l'a vu, ils sont maintenant ouverts que quelques jours par semaine pour limiter les risques de répandance du virus, ou alors parce que le bureau de poste est saturé. Certains l'ont vu, hein, il y avait la queue parfois pendant 2-3 heures et malheureusement à 17 heures, le bureau de poste ferme et les colis ne partent pas. Donc, c'est une démarche que nous avons mis en place le confinement, qui a été relayée par le gouvernement, par la FEVAD, également par France 3. Et effectivement, depuis maintenant un mois, on a une dizaine de nouvelles demandes entrantes par jour que nous essayons de traiter au maximum et qui portent ses fruits et on est fiers de le faire.
Donc, ça veut dire que pour les entrepreneurs là qui nous écoutent pendant ce live et qui cherchent une solution logistique, l'offre est toujours de mise. Exactement. Voilà, il y a un lien qui est partagé sur notre groupe LinkedIn, sur notre groupe Instagram et Facebook, qui est relayé régulièrement. Donc, c'est une demande très simple. Vous inscrivez votre nom de site, votre numéro de portable, vous nous expliquez combien de colis vous avez à faire partir et on vous envoie un coursier sur un créneau de 2 heures pour aller les récupérer et les injecter. Antoine, tu me disais, c'est vrai qu'on peut vite se sentir impuissant face à une telle situation et en fait, en interne, tout le monde a eu envie d'apporter une contribution à l'effort collectif. Est-ce que tu peux nous toucher un mot des différentes initiatives? Il n'y en a pas eu qu'une que vous avez mis en place chez Payplug? Si tu m'entends. Antoine, je le vois déconnecté. Eh bien, Antoine va nous rejoindre. Je peux peut-être moi toucher un petit mot de ce qu'ils ont mis en place chez Payplug. Il y avait au départ cette idée qu'il fallait ensemble trouver des solutions. Donc, il y a une première initiative qui a été mise en place avec Livy sur les médecins. Antoine, tu nous as rejoint. Je parlais des différentes initiatives que vous avez oui, j'ai entendu. montées. Ah, très bien. Ouais, alors, désolé. Non, mais écoute, j'allais me faire ton porte-voix, mais ce sera forcément mieux raconté par tes soins. Ouais, merci. Et désolé, ça a coupé un petit instant. Donc nous, effectivement, on a lancé deux choses qui correspondent un peu à deux horizons de temps différents. La première, ce que tu disais sur l'urgence, on va dire, sur les médecins. Où nous, enfin, dans notre secteur, on a fait ce qu'on pouvait faire, c'est-à-dire on a mis notre solution de paiement à disposition des médecins complètement gratuitement, avec un outil qui leur permet d'envoyer des liens de paiement pour se faire payer à distance. Donc évidemment, l'idée c'est pour les médecins qui font de la téléconsultation. En ce moment, il y en a beaucoup qui qui consultent à distance, forcément, hein, évidemment, et qui ont parfois besoin de se faire régler une part de la consultation par le patient. Là, en quelques clics, ils s'inscrivent chez nous, c'est complètement gratuit. Et ils peuvent se faire payer par carte bancaire à distance par leurs clients. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a fait, on va dire, qui est une mesure d'urgence d'une certaine manière pour apporter notre petite contribution à l'effort collectif. Et le deuxième, qui est là plus pour accompagner la transformation sur un temps long, c'est ce qu'on fait pour les commerçants. Et effectivement, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt, parce qu'on disait tous un peu plus tôt, il y a donc de plus en plus de commerçants qui se lancent en ligne. Et évidemment, je réagis aussi sur quelques remarques que j'ai vues dans le chat, ce que c'est pas possible pour tous les commerçants de vendre sur Internet, et je pense que c'est très clair. Il y a une forme d'injustice derrière. Il y a des activités qui s'y prêtent, il y en a qui s'y prêtent moins, mais en tout cas, pour ceux qui ont cette possibilité, c'est vraiment le moment. Ils priorisent ça, et du coup, là, on l'a fait en partenariat avec plusieurs de nos partenaires, avec Shopify notamment, avec qui on a un partenariat assez fort pour proposer le site clé en main pour démarrer son activité en ligne du jour au lendemain avec des tarifs super avantageux, complètement réduits pour faciliter le lancement des commerçants dans le e-commerce. Et donc, on a fait ça aussi avec plusieurs partenaires. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'au moment où on a voulu faire ces trucs-là, on a regardé autour de nous et on a vu que des partenaires avec qui on travaillait déjà ou des nouveaux partenaires potentiels qui étaient intéressés à lancer des choses avec nous. Il y a une vraie solidarité entrepreneuriale qui s'est constituée pendant cette période. Ouais, complètement. Je pense que tout le monde a eu envie d'aider de la façon dont il pouvait. Et après, voilà, chacun sur notre secteur, avec notre savoir-faire, on a essayé de faire quelque chose. Tu évoquais le chat. Je rappelle pour tous ceux qui nous suivent qu'on va prendre l'ensemble des questions, un maximum en tout cas des questions que vous nous posez maintenant en fin d'émission. Ce que je vous propose à tous les trois, c'est de répondre à cette question que beaucoup se posent. C'est comment finalement préparer le jour d'après. Le président de la République l'a dit, il y aura un après. La question, c'est quel après? Alors, nouveau paradigme, nouveaux usages, retour à la normale, c'est beaucoup de questions. Mais une fois qu'on a défini ce que pourrait être le jour d'après, et on y reviendra, la question, c'est comment on s'y prépare au mieux. Aujourd'hui, comment chacun de vous prépare dans sa boîte le jour d'après, les jours d'après, même si certains d'entre vous sont quand même déjà ultra sollicités. Est-ce que vous prenez ce temps de préparer la suite? Je démarre avec toi, Jean-Baptiste.
Écoute, nous, on va être dans une démarche déjà forte de solidarité et puis de retrouvailles parce que ça va faire, j'espère qu'on va tous être au bureau. Alors nous, notre siège est à Saint-Denis. On a 3 antennes sur Lyon, Marseille et Paris, mais je pense qu'on va organiser déjà pendant 2-3 jours un moment fort avec notre équipe pour pouvoir se retrouver, partager. Effectivement, certains ont eu un confinement pas comme les autres, certains sont seuls, d'autres en couple, d'autres en famille, mais effectivement de se dire, bon, maintenant, comment ensemble, hein, nous on est une petite équipe, on est une petite quarantaine, on arrive à reconstruire Wing de demain avec des marques commerciales, avec un produit, avec une équipe toujours aussi soudée, dynamique, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait, nous, le développement de notre boîte, c'est les hommes et les équipes. Donc, j'ai envie de dire, on a quand même de la chance, notre activité, encore une fois, tourne, donc on n'est pas à l'arrêt, on n'a pas une rupture brutale de notre organisation actuelle, il faut juste la poursuivre, l'accélérer et la consolider. Pour toi, Audrey, il y a quand même tout un travail autour de la suite et finalement, même si certains projets ont été reportés, décalés, il y a quand même tout un tas de sujets que tu as décidé de conserver justement pour profiter de ce temps qui nous est imposé. Oui, moi j'ai essayé de prendre parti positivement de ce confinement et de se dire que c'était une chance pour pouvoir travailler sur des projets sur lesquels je n'ai pas le temps de travailler dans le rush quotidien de la vie normale, on va dire. Donc, du coup, je travaille beaucoup sur la communication, les plans de communication et les futures collections. D'ailleurs, ça m'a donné l'idée, à force de rester chez moi en pyjama et en jogging toute la journée. C'est la première fois, je crois, que je me suis habillée aujourd'hui depuis un mois, pour vous. Ça m'a donné l'idée de lancer des collections de loungewear, donc de vêtements de maison, un peu mode. Donc, j'ai fait toute une collection de loungewear en plus du pyjama pour cet hiver. Je me dis, voilà, je vais faire du chiffre d'affaires en moins cet été. Il faut que je trouve des solutions pour faire vraiment un super hiver et être encore plus forte l'été prochain. Donc, je travaille aussi déjà pour l'été prochain parce que, certes, le chiffre d'affaires de mars et d'avril est perdu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux en septembre, en novembre, en décembre. Et voilà, que les chiffres que je faisais avant, je veux faire un x2 et on s'y prépare pour ça. Antoine, chez Payplug, il y avait notamment un projet de paiement physique, mais pas que. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de ce que vous faites pour envisager l'après et le préparer au mieux? Ouais, carrément. Écoute, nous, on est depuis un peu plus d'un an sur un projet qui est de faire du paiement omnicanal au-delà du paiement en ligne. Donc, on offre notre solution à des commerçants qui ont l'activité physique et l'activité en ligne, donc avec une seule solution qui permet de gérer à la fois son TPE, sa machine à carte en magasin et le paiement sur son site e-commerce. Tout ça avec les mêmes outils réconciliés pour que ça soit la meilleure expérience possible pour le commerçant. Et donc, ce qui est en train de se passer pour nous, c'est effectivement ça c'est plutôt cohérent avec cette stratégie parce que, encore une fois, on voit la frontière s'estomper entre le commerce physique et le commerce en ligne avec ce qui est en train de se passer, en tout cas pour beaucoup de secteurs qui ont la possibilité d'être sur les deux canaux. Et donc, on voit cette mutation du commerce qui est en train de se faire à la vitesse grand V pour devenir à la fois physique et en ligne, omnicanal, être capable d'exister à distance en plus du monde physique. Et donc, nous, on a la chance d'être bien positionné par rapport à ça et de s'inscrire là-dedans. Et je pense que c'est une des mutations qui vient en ce moment avec cette crise, c'est sur le commerce. Il y en a d'autres sur le commerce. Je pense que les circuits courts sont à l'honneur en ce moment, évidemment, parce que on a envie de pouvoir être maître de sa chaîne de production quand on est dans un épisode comme celui-là. Je pense que il y a une confiance aussi sur les PME qui augmentent en ce moment parce qu'on s'habitue à faire confiance sans avoir besoin d'avoir les gens en face de soi. Donc ça, tout ça est très positif pour le e-commerce, pour la vente en ligne en général. Et je pense que ça contribue à cette accélération qu'on voit sur la transformation du commerce.
Donc, ce que tu me disais, c'est que ces projets, notamment de paiement physique, vous auriez pu les stopper et que finalement, vous avez même mis un peu plus de budget pour développer le projet au plus rapidement possible. Ouais, pour nous, c'est devenu encore plus pertinent avec ce qui est en train de se passer, encore une fois, parce que tout ça converge finalement. Les commerces physiques sont en train de devenir en ligne et le phénomène inverse était déjà vraiment le cas avec les DNVB, les marques qui se lancent dans le commerce physique après avoir créé un petit site sur Shopify, par exemple. Donc on voit vraiment ça qui est en train de se passer. Paradoxalement, on aurait pu se dire, bon, bah, vu que le commerce physique est un peu à l'arrêt en ce moment, on va ralentir notre projet sur cette partie-là. Et en fait, non, je pense que c'est d'autant plus pertinent d'aller là-dessus qu'on voit tout ça converger. Et quand on pense sur un temps un peu plus long en termes de transformation, le commerce va devenir vraiment de plus en plus omnicanal et multicanal parce que ça le rend plus résilient et ça lui permet de traverser ce genre de crise. T'évoques les transformations, les grandes mutations. J'aimerais avoir votre regard justement sur ce monde d'après et ces grands changements qu'on peut peut-être présager. Jean-Baptiste, quel est ton point de vue? Écoute, je pense que le commerce va repartir, en tout cas, je l'espère, à fond, parce que après le confinement, on ne va quand même pas avoir l'envie de rester derrière des écrans et continuer à acheter sur Internet. On va plutôt avoir l'envie, j'imagine, de sortir, de retourner vivre dehors et d'aller profiter des magasins. Donc, moi, je suis quand même très optimiste pour le retail et en espérant, bien évidemment, qu'on puisse tous sortir de ce confinement le plus rapidement possible. Et toi, Audrey ? Alors, moi, je pense que ce qui va changer, ça va être peut-être encore plus au niveau du développement durable. Donc, comment je vois l'avenir, en fait, c'est que là, il y a quand même le seul avantage, on va dire, de ce confinement, c'est la réduction de la pollution, voilà, le ralentissement de la pollution. Donc, je pense que les gens en prennent aussi conscience et qu'il va falloir aussi consommer différemment dans l'avenir. Donc, on travaille aussi sur ça, sur mon petit bikini. Pendant ce temps de confinement, on devait aussi passer dès cet été avec nos nouvelles collections qu'on n'a pas reçues, évidemment, à cause de tout ça, à du 100% recyclé. Mais voilà. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer aussi suite à cette période difficile. Avant que Laurence nous retrouve pour répondre avec vous aux questions qui nous sont posées, j'aimerais savoir, chacun, dans votre boîte, est-ce qu'il y a un avant et un après Covid? Est-ce que des choses vont intrinsèquement changer dans votre organisation ou votre business model? Comment? Pour répondre, Jean-Baptiste. Ouais. Une chose très positive dont je me rends compte, moi, c'est finalement l'efficacité et la performance de mes équipes en télétravail. Et pour être très objectif, moi, j'ai toujours été un peu contre. J'aimais bien réunir mes équipes au bureau, avoir le sentiment de présence, un travail collectif. C'est bête, mais bon, vous connaissez le prix des bureaux aussi à Paris. Quand on paye des bureaux très chers, on a envie de les remplir. Pas forcément avoir nos équipes en télétravail. Et sur certains points, notamment, je pense aux équipes IT et Product qui arrivent à se coordonner, à être presque plus efficaces en remote, eh bien, je serai beaucoup plus ouvert finalement dans cette démarche de travail collaboratif. Donc, ça a changé ton regard sur le télétravail. Audrey, tu souhaitais intervenir? Non, je pense exactement pareil. Le télétravail, c'est vrai que quand on me le demandait dans mes équipes, j'avais toujours une petite réticence. Et en fait, je me rends compte que c'est tout à fait possible, qu'on travaille très bien. J'ai pas l'impression qu'on travaille moins bien ou que les équipes sont moins motivées ou moins présentes. On communique très bien entre nous. Et ça permet aussi, comme je le disais, de travailler sur des projets de fond dont on arrive peut-être moins à se concentrer quand on est au bureau et qu'on est nombreux et que quelqu'un rentre dans le bureau toutes les 2 minutes. Donc voilà, on est plus concentré et plus efficace. Donc
peut-être pas à mettre pour tout le monde tout le temps, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est quelque chose qui est bien et je pense que je vais le mettre plus en place et pour tout le monde, même peut-être pour ceux qui ne l'ont jamais demandé, parce que ça leur permet de travailler différemment, de prendre du recul sur certaines choses aussi. Donc voilà, c'est un peu le bénéfice aussi du confinement. Antoine, l'avant-après Covid chez Payplug? Je rejoins évidemment Jean-Baptiste et Audrey là-dessus. Je pense que tout le monde est en train de se rendre compte que faire 2 heures de trajet par jour pour se retrouver devant un ordinateur alors qu'on est le même à la maison, c'est pas forcément très utile et qu'on a tous les outils qu'il faut pour faire ça efficacement. Donc, je pense que ça va être probablement la révélation pour beaucoup de gens. Donc, vous avez déjà du télétravail avant. C'est probable qu'on en fera encore plus après parce que ça marche bien. Ouais, il y a plein d'outils super pour faire ça. Et donc, c'est forcément une transformation. Et du coup, voilà, tous ceux qui créent leur boîte en ce moment, c'est le genre de transformation qui appelle plein d'opportunités. Il y a des super outils qui apparaissent en ce moment autour du travail collaboratif et du travail à distance pour faire du travail asynchrone sur des documents partagés, par exemple, pour simuler des salles de réunion, pour avoir l'impression d'être tous dans la même pièce quand on bosse ensemble. Donc, il y a plein de super outils qui apparaissent en ce moment autour de ça. Et c'est autant d'opportunités pour ceux qui veulent monter des choses aujourd'hui, quoi. Alors, je propose à Laurence d'entrer sur scène, parce qu'on a quand même pas mal de questions auxquelles je pense elle pourra mieux répondre que nos 3 entrepreneurs. Et te voilà, Laurence. Donc, voilà. Je vous ai écouté, j'étais très intéressée par ce débat, vraiment très intéressant, toutes ces initiatives. Alors, Laurence, on a eu pas mal de questions. Oui. Alors, sur Facebook, sur Instagram et ici sur le chat, on va essayer d'en prendre un maximum et je driverai les questions entre toi et les entrepreneurs. La première, je vous propose à tous de répondre de manière assez synthétique. Laurence, si la banque m'a donné le préaccord, est-ce que j'ai automatiquement le prêt chez vous? Oui, alors ça, oui, tout à fait. Okay. À partir du moment où c'est la banque qui décide, si elle donne son préaccord, on obtient l'attestation automatiquement. Il n'y a pas d'étude du dossier par BPI France. J'ai une question sur une entreprise qui est en apurement de passif et qui a priori est à jour de cotisation. Est-ce qu'ils peuvent prétendre au PGE? Alors, il n'y a pas, c'est compliqué ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas. Il y a une exclusion au sens de la. Alors là, ça devient très technique, au sens de la réglementation européenne. Donc, dans certains cas, il y a exclusion, mais à partir du moment où il y a une procédure qui a été enclenchée avant le confinement, avant le plan, normalement, l'entreprise peut tout à fait obtenir un PGE. Maintenant, c'est vrai que c'est plus difficile à obtenir. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le banquier qui prend la décision. Donc, il va regarder surtout la suite et voilà les chances par la suite de pouvoir faire rembourser naturellement. Je vois 2 questions là dans le chat que j'aimerais parce qu'elles sont revenues 2 fois. Je viens de toucher le fonds de solidarité pour mars. Est-ce que je refais une demande en avril? Ah bah oui, tout à fait. Solidarité, on n'en a pas parlé, mais c'est reporté en avril. Oui, Est-ce que la banque peut demander un prêt personnel pour l'entreprise? Alors, on a eu des échos comme ça. C'est vrai qu'il y a certaines banques demandent un prêt personnel, mais il ne faut pas oublier que, alors, il y a énormément j'ai vu qu'il y avait énormément de questions sur le PGE et sur des cas de refus. Là, sur les cas de refus, encore une fois, lorsqu'il n'y a pas vraiment, a priori, de grosses difficultés financières de l'entreprise avant, bien sûr, avant la période de confinement, je pense qu'il faut retourner voir son banquier parce qu'il y a eu aussi, ça a été long, les conseillers ont eu des instructions progressivement, donc il faut aller les voir. S'il n'y a pas de réponse, il ne faut pas hésiter non plus de se faire aider par l'expert comptable qui peut avoir un contact différent avec le banquier. Il ne faut pas hésiter non plus à essayer de voir le supérieur de la personne avec qui vous êtes en contact. Je crois qu'il faut tout utiliser. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a le médiateur du crédit qu'il faut absolument faire remonter ce genre de situation anormale. J'ai vu qu'il y avait pas mal de cas dans le chat. Et est-ce que c'est peut-être le moment aussi de faire jouer la concurrence entre les banques ou c'est pas en arrivant avec ce type de demande que… Faire jouer la concurrence, c'est sûr que certaines banques, oui, pourquoi pas. Ça peut être une occasion de récupérer des futurs très bons clients. Alors, j'ai une question. On peut
aller faire plusieurs banquiers d'ailleurs. Il y a il y a bien sûr des créateurs, des entrepreneurs qui ont plusieurs banques. C'est ce qu'a fait Audrey notamment, oui, tout à fait. Avoir plusieurs, voilà, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. J'ai une question pour les entrepreneurs. Quand lancer sa marque? Fin de confinement ou faut-il attendre quelques mois? Alors moi, je réponds pour ma part, j'annoncerai ma nouvelle boîte demain. Quel est votre avis à vous? Antoine? Pour moi, si on peut le faire maintenant, il faut le faire maintenant. Hein. Après, évidemment, il faut avoir les stocks, il faut avoir la capacité de le faire. Mais je pense que si on peut le faire, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Les gens consomment du média à fond en ce moment, donc ça permet de se faire connaître en étant présent sur les réseaux sociaux. C'est le moment de le faire. Après, je passe la parole à Audrey, évidemment, là-dessus, qui a une marque et du coup qui aura peut-être un point de vue différent. Mais moi, si je lançais une marque aujourd'hui, c'est probablement, si je pouvais, je le ferais dès maintenant. Audrey? Oui, je suis d'accord. En fait, ça dépend de l'activité, mais si vous avez la possibilité, si vous avez le stock ou si c'est une activité qui ne nécessite pas de stock, il faut le faire là pendant le confinement parce que les gens sont énormément derrière les réseaux sociaux, derrière leur ordinateur. Ils ont plus de temps qu'habituellement pour connaître de nouvelles choses, de nouvelles marques et ils consomment, comme on l'a dit, plus en ligne. Alors, ça dépend des secteurs, bien sûr, mais voilà, il y a quand même une forte présence sur les réseaux sociaux. Moi, en tant qu'influenceuse, je le vois énormément au taux de clic, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est un bon moment. Moi, je dois lancer une nouvelle marque. Malheureusement, je n'ai pas le stock parce que mes usines sont dans des pays qui sont eux aussi confinés. Donc, je ne peux pas le faire. Mais en tout cas, je ne vais pas attendre le mois de septembre ou me dire, tiens, j'attends 2021 que l'économie, que les choses soient vraiment rentrées dans l'ordre et qu'on n'entende plus parler du Covid. Dès qu'on sort du confinement, je lancerai ma nouvelle entreprise. Vous parliez de communication. Alors c'est vrai qu'on a vu des entreprises communiquer de manière un peu maladroite, d'autres avec des belles initiatives. Donc on a une question qui est comment communiquez-vous sur vos activités pendant cette période de crise? Peut-être Jean-Baptiste? Écoute, on communique bien évidemment auprès de nos clients avec des outils assez simples, qui sont nos outils de newsletter. On communique en interne avec des rituels qu'on a mis en place. Donc, on a des calls réguliers. Alors, nous, on fait le mercredi matin de 9h à 10h. Et on essaie de garder une proximité au maximum avec les gens avec qui on travaille, que ce soit nos fournisseurs, notre banque ou nos tiers. De façon assez, j'ai envie de dire, logique et classique. On n'a pas forcément mis en place de choses spécifiques pour la com. L'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose, Audrey, peut-être? Non, pas vraiment. Non, sur la communication. Antoine, la communication. Ouais. Moi, Audrey, oui. Je trouve que, en fait, au début, c'était très, très compliqué de communiquer. Les gens, ils étaient très, très angoissés. Donc, effectivement, il y a les entreprises se faisaient vraiment vite clasher, surtout sur les livraisons. Il y a eu plein de sujets hyper tabous. Voilà, maintenant que les choses sont plus clarifiées par le gouvernement et que la situation et que le confinement s'est stabilisé et que les règles sont claires, voilà, c'est plus facile de communiquer, mais c'est sûr que c'est une période où il faut faire attention, il faut être quand même altruiste en fait, et voilà, c'est pas vraiment le moment de faire des choses que pour la rentabilité, quoi. On retrouvera la rentabilité plus tard. Là, le principal, c'est de faire les choses pour le pays et pour ses clients. Antoine? Ouais, non, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que c'est hyper important de communiquer dans une situation de crise. C'est vrai de manière générale. Et du coup, il faut le faire de façon régulière. Il faut le faire de façon hyper transparente. Je pense que c'est vrai vis-à-vis de ses clients et c'est vrai vis-à-vis de l'audience qu'on peut avoir en général. Et en plus, si on a l'opportunité d'apporter une petite pierre à l'édifice, chacun dans son métier, il faut le faire, et tant qu'à faire, il faut essayer de le faire savoir, parce que si personne ne le sait, ça sert strictement à rien. Donc, il n'y a pas faut pas hésiter à communiquer dessus.
Et aussi, comme tu disais, peut-être éviter les maladresses. Et je pense qu'il y a eu des communications un peu opportunistes ou un peu maladroites aussi pendant cette crise. Évidemment, dans le flot de tout ce qui est dit, c'est probablement inévitable. Donc, tout le monde essaye de faire de son mieux et d'être transparent et professionnel et régulier quand on communique, quoi. Je viens de voir une question très drôle et je conclurai avec celle-là, mais du coup, je passe la parole à Laurence. Quid des entreprises nouvellement créées qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires, mais qui ont d'ores et déjà des charges de lancement? Voilà. Alors, elles ont le fonds de solidarité. Hein, si elles ont créé avant le mois de mars, elles peuvent bénéficier du fonds de solidarité. Et puis, elles peuvent également solliciter un PGE. Hein, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. À ce moment-là, c'est pas tout à fait les mêmes critères au niveau du chiffre d'affaires. On proratise, hein, mais en tout cas, elles sont absolument pas exclues. On me demande aussi si tu peux clarifier la notion de caution personnelle quant à ces prêts de trésorerie. De caution personnelle. Sur ces prêts, normalement, il n'y a pas de caution personnelle. À partir du moment où il y a la garantie de l'État, normalement, l'entreprise ne peut pas demander une caution personnelle en plus. Très Ou bien. alors, c'est un autre dispositif, mais on n'est pas dans le cadre du PGE. Tac. Alors, je la lis sans la lire. Enfin, je la lis en direct. J'espère qu'elle est bonne. Les dispositifs de garantie de prêt ou de financement direct de BPI s'adressent-ils aussi aux micro-entreprises? Très bonne question. Oui, ça s'adresse à toutes les entreprises. Toutes les entreprises sont concernées. Oui, tout à fait. Bon, et on arrive à échéance, mais du coup, cette petite question que je trouvais très sympa et que je remets, chacun de vous, qu'est-ce que vous ferez après le confinement? Quelle est la première chose que vous ferez? On commence avec toi, Audrey? Des shootings, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire confiné. Voilà, des shootings sur mannequin pour que les collections puissent quand même avoir un support marketing. Donc, aller sur une plage et faire un shooting. Voilà, c'est mon rêve. On en rêve tous. Jean-Baptiste. Écoute, moi, il y a deux choses. Sur le plan professionnel, on était en train d'ouvrir nos activités sur la région de Lille et de Bordeaux. Donc, il m'empresse très rapidement d'y retourner et d'ouvrir nos entrepôts parce qu'ils étaient prêts à démarrer. Et d'un point de vue personnel, c'est de retourner voir mes proches et ma famille. Antoine? Ouais, voir des gens, hein. C'est quand même, je pense qu'il nous manque voir des vrais gens et pas que des écrans d'ordinateur avec d'autres gens derrière. Donc, à commencer par toute l'équipe, par toute la boîte Payplug, quoi. Parce qu'on se parle beaucoup à distance depuis un mois et ça va être sympa de tous se retrouver, j'espère, au mois de mai. C'est quand même très sympa de tous vous avoir là maintenant par écran interposé. Laurence, je te pose également cette même question. Quelle est la première chose que tu vas faire? Préparer Big, peut-être? J'aurais la même réponse que les autres. Mes enfants sont tous dans des pays différents, hein, voilà, et donc j'ai envie de les voir. Voilà, c'est un petit peu ça, une petite se retrouver en famille. Eh bien, je tenais à tous vous remercier. On a parlé de solidarité entrepreneuriale. Moi, j'étais assez étonné de voir beaucoup de solidarité entrepreneuriale aussi entre les différents utilisateurs du chat qui se répondaient et qui cherchaient des solutions les uns pour les autres. Donc, un grand merci à tous nos intervenants. On était avec Laurence Pigano de BPI France Création, Antoine Grimaud de Payplug, Jean-Baptiste Maillan de Wing et Audrey Lieuteau de Mon Petit Bikini. J'en profite quand même pour rappeler que pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, désolé, c'est la conclusion, mais le replay sera accessible dans quelques instants. Et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours en direct, toujours avec des entrepreneurs pour les entrepreneurs. On vous en touchera bien évidemment un mot supplémentaire dans les prochaines heures et prochains jours sur les réseaux sociaux de BPI France. Merci encore à tous. Merci à tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bon courage à tous. Et on garde le cap. Oui.